Je vous laisse vous installer. Des dispositifs pour lutter contre les discriminations dans l'orientation des jeunes. Il manque pas quelqu'un là? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit nous rejoindre? Oui. Ah, voilà, parce que je sais compter jusqu'à 4. Quoi. Donc, j'avais écrit un peu une introduction, mais en fait, hier, j'ai fait une émission sur le bac professionnel. C'est aujourd'hui en fait que les écrits nationaux du bac professionnel ont lieu. On sait en France que l'orientation dans les filières pro, elle n'est pas toujours choisie, elle n'est pas toujours heureuse, elle peut l'être, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, si on parle de discrimination dans l'orientation, ça peut être un bon exemple. Et donc, je continue de vous raconter ma vie. Donc, je fais une émission sur France Culture sur le sujet. Et j'avais des élèves. J'étais vraiment heureuse de pouvoir recevoir 3 élèves de première pour parler des réformes du lycée pro et aussi de leur vécu, de leur stage. Et je publie une photo où on nous voit avec les 3 élèves, un ancien élève aussi qui fait partie d'une association et une prof. Et sur cette photo, il y avait une personne blanche, c'était la prof. Et j'ai eu une réflexion de quelqu'un sur Twitter qui me dit ah bah voilà, vraiment, ça fait ségrégation, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Enfin, bon, moi je suis ni Noire ni Arabe, mais en gros, on peut se mettre dans le même panier sur une photo. Et je fais et j'avais envie de lui dire, j'ai pas dit ça sur Twitter, évidemment, vous croyez quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on est orienté en France? En fait, c'est pas suivant forcément sa couleur de peau, c'est beaucoup suivant son origine sociale. Et puis finalement, l'origine peut jouer parce que par l'histoire de sa famille en France, par exemple, on a des attaches dans des milieux professionnels. On peut penser à la communauté portugaise. Ça a été tout à fait étudié par un sociologue qui s'appelle Hugo Palheta. J'adore citer des sociologues et je pense que je vais encore le faire. Donc Hugo Palheta, parce qu'on est d'immigration beaucoup plus récente, par exemple d'Afrique subsaharienne. Je ne sais pas si on peut encore dire subsaharienne, je crois que le terme aussi fait débat. En tout cas, d'une immigration plus récente, on va se retrouver peut-être dans des filières plus reléguées parce qu'on n'a pas les outils concernant la connaissance du système scolaire pour pouvoir choisir. Donc je ne vais pas parler à votre place, je m'arrête là. Mais tout ça pour vous dire que c'est un sujet ultra important pour l'éducation nationale aujourd'hui, à l'heure où on réforme en plus le lycée pro, l'apprentissage, qui est vraiment le destin, non pas majoritaire, des jeunes des milieux populaires, mais dans lequel on trouve pratiquement que des jeunes des milieux populaire. C'est tout pour cette introduction. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vais tout de suite passer la parole aux différents intervenants. On va parler d'abord d'un dispositif dont le titre, que je vais tout simplement lire, c'est Lutte contre les inégalités et les discriminations multifactorielles à l'orientation scolaire. Et là, on a un duo, Marie-Christine Serrato de Benedetti et Éric Sédier. Marie-Christine, je vais vous appeler par votre prénom, ça sera moins long, mais si ça vous ennuie, je peux vous appeler madame. Vous êtes directrice mission ville inclusive et lutte contre les discriminations à la ville de Villeurbanne. Et je vais vous demander tout simplement déjà de nous parler de ce projet, de ce qui l'a fait exister au départ. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Nous avions un temps imparti très court. Et donc nous avons réfléchi avec Éric Sédier à non pas à une présentation un peu générale du projet, mais à insister sur quelques dimensions. Donc si vous voulez bien, je vais répondre, mais du coup je vais essayer d'avancer sur ce qu'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui pour alimenter, enfin vous parler de ce projet et alimenter de la discussion. Donc ce projet, effectivement, il s'appelle Discrio. Il porte sur la prévention et la lutte contre les discriminations, on va dire, socio-ethno-genrées à l'orientation scolaire, qui ont été identifiées notamment par l'enquête trajectoire et origine. Et ce projet, il visait sur un territoire qui est la ville de Villeurbanne, à côté de Lyon, 150 000 habitants, à mettre autour de la table les parties prenantes, parce qu'on pense que ces discriminations sont produites de façon systémique, et essayer d'agir sur les processus de production de ces discriminations. Donc vous voyez, la question, le sujet est important, complexe.
Je tiens quand même à remercier avant tout l'INJEP et le comité de sélection qui nous a permis d'avancer sur ce sujet et sur ce projet très important pour ceux qui vivent les discriminations ethno-genrées à l'orientation scolaire, et ils sont nombreux et nombreuses, et si peu travaillés en France. Donc merci, parce que sinon nous ne serions pas là aujourd'hui, et j'espère que nous allons ouvrir la voie. Donc ce que nous souhaitions mettre en avant, c'est effectivement comment on fait, comment on a fait, enfin quelques éléments pour essayer d'agir sur des discriminations systémiques. Et ça fait écho à ce qui a été dit auparavant. Et donc, je ne vous parlerai pas d'un travail remarquable qui a été fait dans le cadre de ce projet, qui a consisté en des recherches-actions faites par des équipes pédagogiques, dont nous avons 2 représentants ici, et qui ont porté sur des thématiques qui, effectivement, questionnaient la production de discrimination ethno-genrée à l'orientation, notamment sur la question des interactions entre les professionnels et les élèves, et sur aussi l'observation d'un dispositif qu'on appelle orientation concertée, qui consiste à rencontrer les parents et les élèves avec le chef d'établissement et le prof principal, et enfin l'analyse des appréciations et des mentions sur les bulletins scolaires, avec des méthodes rigoureuses, puisque ce travail a été accompagné par un sociologue que vous pourrez entendre cet après-midi, qui est Fabrice Dume, qui ont permis effectivement de mesurer des inégalités de traitement qui, à elles seules, ne seraient peut-être pas des discriminations, mais qui, mises bout à bout et rendues visibles, nous donnent des indications sur comment se produisent de façon systémique, à la fin, des inégalités de traitement qui vont concerner certaines populations, et notamment les garçons descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. L'autre chose sur laquelle je veux vous parler, donc les résultats de ces recherches-actions seront disponibles à la table sur la mezzanine. C'est de ce que nous avons pu mettre en place, qui est des actions de formation en direction justement de différentes parties prenantes du système, et notamment les équipes éducatives, les parents, et aussi les élèves. Et donc là-dessus, on a mis en place une formation assez conséquente et plutôt inédite de 2 jours en direction des équipes éducatives, des chefs d'établissement aussi, qui a permis de former plus de 150 personnes, je crois. Une autre formation a été conçue un petit peu autrement. C'était une formation juridique qui a aussi été menée par quelqu'un qui est dans la salle, qui s'appelle Myriam Matari, qui est avocate et formatrice, notamment à destination des parents et du CIO. Et avec un peu de recul que nous donne, non pas, parce que ça fait 6 mois qu'on a terminé, mais qu'on a aussi pu analyser grâce à l'évaluation, c'est que ces 2 formations, l'une avait plutôt des apports sociologiques, de philosophie politique, évidemment le droit, mais moins central, et l'autre était une formation juridique. Ces 2 formations étaient différentes. Dans la première notamment, le parti pris de la formation était de faire émerger les résistances, donc de créer un espace d'apprentissage de la conflictualité qui est au cœur des discriminations, donc de le travailler au sein de la formation. Ce qui fait que ça a pu effectivement faire émerger des freins, et donc ça laisse un peu de temps pour avancer. La seconde formation... Je vais juste m'arrêter sur le mot conflictualité. Oui. Parce que vous dites, c'est pas forcément tout le temps formulé comme ça. D'accord. C'est quoi la conflictualité pour vous dans le processus de discrimination? C'est pas forcément pour moi. Il était inscrit dans le programme de formation. C'est un conflit d'intérêts, on va dire, entre ceux et celles qui peuvent produire des discriminations, intentionnellement ou pas, et celles et ceux qui les vivent.
Tout ça dans un espace national, c'est là où on est sur le systémique, structurel, institutionnel, dans lequel les discriminations, notamment ethno-raciales, ne sont pas reconnues, dans une organisation spécifique qui est l'organisation du système scolaire, et qui, du coup, va prendre corps dans des interactions individuelles. Mais cette conflictualité, évidemment, elle se travaille avec ces différentes dimensions, macro, méso et micro. Voilà. Micro, c'est les équipes éducatives, les profs, et puis, entre eux, et les proviseurs, les principaux, les élèves. Voilà. Donc, la seconde formation, donc cette formation a fait son miel de cette conflictualité. Mais la seconde formation a plutôt travaillé à partir du droit et elle a en revanche créé une adhésion assez rapide des parents, d'élèves, FCPE et PEP qui étaient dans ce groupe et aussi du CIO. Elle a même permis d'aller assez vite sur le repérage de situations, d'outils discriminatoires ou potentiellement discriminatoires, tels que par exemple une grille qu'on trouve en ligne qui permet de sélectionner les élèves à une 3e prépa métier, qui comprend des critères comme l'âge, le sexe ou le lieu d'habitation. Donc la moindre des choses, quand on fait du droit, c'est de se dire, bon, bah, déjà c'est des critères discriminatoires, peut-on les utiliser? Quelle est la justification de cette utilisation? Sont-ils proportionnés, appropriés, etc. Bon, donc un travail qui s'est mené. Et puis cette formation, elle avait une visée totalement opérationnelle qui était d'organiser une soirée avec des parents qui peut-être s'interrogeaient sur le fait que leurs enfants pouvaient être discriminés à l'école et que les parents d'élèves, FCPE et PEP, leur amènent leurs ressources en tant qu'association et qu'on ait aussi des interventions du défenseur des droits et d'une association Réagi, qui est une association de lutte contre les discriminations. Alors là où je voulais en venir, c'est que ces deux formations, ni l'une ni l'autre, n'ont permis d'avancer vers l'action ou vers le changement de pratique. Et donc la question que je voudrais partager avec vous, c'est pourquoi. Alors dans la première formation, ce n'était pas du tout un objectif de la formation. C'était pensé, c'est-à-dire que la formation ne permet pas de faire évoluer des pratiques. Dans la deuxième formation, on avait pensé, moi y compris, qu'on pouvait avancer. Mais bien, ce à quoi on s'est heurté, c'est au fait que l'action, le changement de pratique, n'est pas une question de savoir ou de savoir-faire, mais elle est une question d'autorisation à agir, de construction d'un cadre qui engage les institutions et donc les acteurs qui sont placés dans ces institutions à pouvoir interroger, dénoncer éventuellement. Donc déjà, je voulais faire partager je trouve ça extrêmement intéressant. Le savoir même qu'on est dans des pratiques discriminatoires ne suffit pas à faire évoluer son action. C'est ça. Et je voulais juste ensuite, l'autre question concerne est-ce qu'on peut former, sensibiliser les collégiens et les collégiennes? Donc peut-être j'y reviendrai après, mais je voudrais bien y revenir, puisque dans le système, il y a aussi ceux qui sont discriminés directement. Mais ce que je voulais dire aussi sur la formation juridique, parce que si vous êtes intéressé aux questions de lutte contre les discriminations, vous savez que la formation est une étape importante. Et donc le droit donne une légitimité que ne donne pas la sociologie, même si le sociologue est très reconnu. Parce que le droit en lui-même comme outil, évidemment, il a une dimension normative, il a une dimension de valeur symbolique. Bourdieu parlait de la force du droit, et on sait que même ce droit de l'antidiscrimination, qui est un droit à la faveur des discriminés, a une certaine forme, il donne un effet aussi de neutralité et d'universalité. Néanmoins, et ça on l'a vu dans la formation, la mobilisation du droit ne suffit pas à autoriser à parler des discriminations, puisque ce qui a empêché la tenue de la soirée en direction des parents, c'est justement le fait que l'on dise que nous allions questionner les discriminations à l'orientation scolaire. Ça veut dire qu'on n'a pas une autorisation dans l'institution scolaire à mobiliser le droit de l'antidiscrimination.
Et donc, il y a aussi un rapport de force dans la mobilisation du droit, qu'avait aussi bien vu Bourdieu, qui fait que ce droit, il a une certaine légitimité, mais ce droit, il peut être mobilisé dans certaines conditions. Il est aussi lui-même facteur d'un rapport de force. Tout le monde n'a pas le même droit et la même légitimité à énoncer le droit. Et c'est ce à quoi nous sommes heurtés aussi. Merci. Et on reviendra peut-être aux collégiens. Enfin, j'ai tellement de questions à vous poser et le temps imparti, à vrai dire, assez court. Éric, c'était sur l'évaluation en plus, enfin, la page est blanche dans ma fiche. Donc, mais comment vous avez un peu évalué? On a déjà eu quelques indices sur ce qui s'est passé. Du coup, comment on traduit ces résultats? Comment on les communique aux intéressés aussi? Ça m'intéresse de le savoir. Vous pouvez prendre le micro. Communiquer des résultats, ça marche? Est-ce qu'il y a un petit curseur Ça marche? Ouais, là ça marche. Communiquer les résultats de l'évaluation aux intéressés, on en est très loin. Hein. Mais comment on a évalué? Rapidement, mais assez classiquement, on a fait des opérations on a fait des vagues d'entretien avec les différentes parties prenantes qu'a cité Marie-Christine. On a fait 2 vagues d'enquête par questionnaire, une plutôt en début de projet à l'issue des exercices, à l'issue des vagues de formation avec les professionnels de l'éducation, une autre à la toute fin du projet. On a recueilli énormément de matériaux, et notamment du fait que dans le cadre des actions de formation et de recherche-action puis d'expérimentation, un Padlet entre tous les participants a été constitué, et ça a été pour nous une source très intéressante documentaire de ce qui s'était passé, à quoi on n'avait pas forcément pu assister évidemment. Il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, j'ai été très rapide sur des méthodes relativement classiques. J'ai envie de revenir sur ce que, de mon côté, j'avais décidé de mettre en exergue et de retenir. Allez-y. On est sur le terrain des enseignements, on ne passe pas forcément de l'analyse des réalisations, on est déjà sur le terrain des enseignements, et que j'avais retenu dans mon échange avec Marie-Christine. Et je reviens un peu, avec d'autres termes, sur la question de la conflictualité. J'ai eu envie de commencer par un extrait d'entretien. Recueilli par ma collègue d'ISM Quorum auprès d'un professionnel de l'éducation nationale qui avait participé au projet. Question d'ISM Quorum. J'en reviens au sentiment d'impuissance dont vous avez parlé. Est-ce que participer au projet a eu un effet sur la compréhension de la capacité à agir? Bien, la capacité à agir sur ses propres pratiques, oui. Enfin, la manière dont on va se positionner, ce qu'on va dire ou pas, ça, on a le pouvoir pour le coup. Il n'y a aucun problème dès lors qu'on est conscient. Par contre, sur des choses un peu plus systémiques, même quand on en est conscient, c'est beaucoup plus compliqué. On a le pouvoir pour le coup. Je pense qu'il faut se demander, pour chaque coup de lutte contre les discriminations qui se présente ou qu'on provoque au sein du système d'éducation, qui a le pouvoir ou la capacité, qui ne l'a pas. Quel pouvoir? Quelles sont les armes? Quelles sont les caractéristiques du champ de bataille? Je vais revenir à l'exemple dont a déjà parlé Marie-Christine. Pour moi, aujourd'hui, dans le refus, à un niveau institutionnel, c'est remonté jusqu'au recteur, dans le refus du système éducation nationale de souscrire à la proposition des fédérations de parents d'élèves et du CIO et de la ville de Villeurbanne, de cet événement public, qui était public, qui était ouvert au-delà de ces parties prenantes-là, qui allait parler, me semble-t-il, de l'application du droit antidiscriminatoire dans les processus d'orientation scolaire. L'institution a refusé de se laisser entraîner sur un champ de bataille qui n'est absolument pas le sien. Je cite: « Je rejoins la réticence de mon collègue et m'interroge sur le message qui est adressé aux familles comme à nous-mêmes à travers ce flyer dont on proposait la distribution. On les désarme, on les dépouille de leurs fonctions.
dans une réunion extérieure à l'établissement qui éloigne les familles de leurs interlocuteurs naturels. On délocalise la bataille sur un terrain extérieur et même contre nature. Sous la caution morale, la présence ou l'intervention du défenseur des droits, point d'exclamation, qu'est-ce que c'est que ce nouvel adversaire? Celui-là, il marche. Ouais, bon, ok. Non, mais en fait, après, il va falloir qu'on aille un peu vite parce que, évidemment, il faut faire parler le projet suivant. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est est-ce qu'on se heurte finalement à une réaction corporatiste de défense des enseignants, par exemple, face à une accusation qui serait, voilà, si on peut prononcer le mot, c'est le racisme en fait, et que la discrimination par l'origine, ça porte un nom aussi, hein. Et que quelque part cette accusation est si grave que des individus ou même des petits collectifs peuvent pas supporter d'y répondre, même si, ouais, mais c'est peut-être pas une accusation, peut-être que c'est moi qui suis en train de comprendre les choses d'une certaine façon, mais en énonçant ces vérités, c'est-à-dire les élèves sont orientés suivant aussi des critères d'origine ethnique, de lieu d'habitation, de genre, on dit aux profs que c'est quand même, et à l'éducation nationale, mais donc à des personnes, que c'est ce qu'ils sont en train de faire, et ça c'est quand même très dur. Alors, la protection, c'est ce que diront les arguments de rejet de la démarche qui seront recueillis, qui viendront plutôt de directeurs d'établissement, disant, en refusant la démarche, pensez d'abord à la protection de leurs équipes pédagogiques. Je trouve que c'est restrictif. Enfin, il y a quelque chose qui se défend, mais qui va au-delà de ce petit schéma paternaliste, d'ailleurs, dans cet argument. Après, dans ce que vous avez dit, un des enseignements du projet, de façon assez transversale, c'est qu'on doit se confronter à la question de la culpabilisation dans toute action de lutte contre les discriminations. Enfin, ça sera là, il faut le prendre en charge, il faut avoir des outils pour en faire autre chose. De ce qu'on a vu comme évaluateur dans le projet, une façon d'en faire quelque chose, c'est, nous semble-t-il, de sortir de la culpabilisation. Quand on est coupable, on est déshabilité, qui plus est, on n'a plus de capacité d'agir, ou peu, pour passer de la culpabilisation à la responsabilisation. Si on est responsable, on est un peu plus en capacité d'agir. C'est pas plus léger comme responsabilité que la culpabilité précédente, mais au moins de déshabilité, on est un peu plus en capacité d'agir, et un des enseignements, me semble-t-il, c'est que c'est ce qu'il faut essayer de faire face à un phénomène de culpabilisation qui sera là, me semble-t-il. Enfin, ça apparaîtra. On va passer, puisque vous parlez de pouvoir d'agir, on va passer à l'autre projet, si vous voulez bien passer le micro à votre gauche, aidons les jeunes à devenir auteurs ou autrices de leur parcours d'orientation professionnelle. Donc on parle bien de pouvoir d'agir, d'empowerment. Moi je dis encore empowerment. Olivier Vigneron, délégué général du réseau Étincelle. L'idée c'est de lutter contre le décrochage scolaire, c'est de faire de l'orientation choisie plutôt que subie. Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, donc la raison d'être du réseau Étincelle, depuis 2010, c'est d'être ancré dans la lutte contre le décrochage scolaire. Et traditionnellement, on s'adressait plus à des jeunes qui étaient sortis du circuit scolaire, 18-20 ans, qui sont accompagnés par les services publics de l'emploi, qu'on retrouve au niveau de Pôle emploi et des missions locales, et où la rupture avec le système scolaire, elle est consommée, elle est, je dirais même consumée, et elle est encore bien marquante, parce qu'ils sont marqués au fer rouge. J'ai jamais rencontré un jeune qui m'a expliqué qu'il avait planté ses études et qu'il en était fier. Ils se sont rendus compte, mais à ce moment-là, c'est trop tard. La genèse du projet, avec le soutien du FEJ et de l'INGEP, c'est de dire, et pourquoi pas intervenir plus en prévention, à un moment clé qui est le fameux stage de découverte professionnelle,
qui finalement est censé être le premier moment où on sort du cocon scolaire pour aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que bien entendu, après le parcours scolaire, logiquement, il y a une autre vie, et il y a l'insertion dans le monde du travail, même dans le monde des adultes en général. Donc concrètement, on a animé 10 parcours, un peu partout en France, donc au sein de collèges, avec principalement des classes de 3e, notamment aussi quelques 4e, sur Vitrolles, c'était à leur demande, puisqu'on a eu l'occasion d'intervenir sur des collèges, principalement en quartier prioritaire de la ville, mais pas que, sur Angers, Nantes, Tourcoing et Vitrolles. Je trouve ça intéressant d'interroger la fonction du stage de 3e, dont on ne sait pas très bien à quoi il sert forcément. Enfin, maintenant, on peut en faire l'oral du brevet. Comment ont réagi les enseignants? D'accord. Du coup, je vous ai entendu. Du coup, j'ai tourné la tête, mais tout va bien. Du coup, oui, pardon. Comment ont réagi les enseignants, les élèves? Alors, l'idée, c'était pas de se substituer à ce stage. C'était justement d'en faire une préparation avec un modèle de classe. Donc, on embarquait un collectif au cœur d'une entreprise partenaire du territoire pour justement préparer les opportunités individuelles de stage et préparer cette capacité non pas à subir, mais à choisir les orientations professionnelles ou les orientations scolaires. Et donc à ce niveau-là, l'idée c'était pour une fois d'être dans une logique peut-être de discrimination positive où c'était pas la punition, puisqu'on s'est quand même adressé généralement à des établissements scolaires où généralement les résultats scolaires sont peut-être pas toujours au rendez-vous par rapport à l'investissement que les élèves peuvent mettre à certains moments, ou les enseignants ou les parents. Mais toujours est-il, l'idée c'était de se dire, mais en fait vous n'allez pas être puni, vous allez avoir plutôt double ration, une opportunité de vivre un parcours en collectif et ensuite de parcourir votre stage individuel et de le préparer dans les meilleures conditions. Donc c'était une opportunité, une fenêtre de tir qui a demandé de l'agilité puisqu'on venait finalement impacter également le déroulement du parcours scolaire en dehors des fenêtres de tir qui étaient prévues pour le stage de découverte de 3e. On est venu à d'autres moments et puis il y a eu un petit événement international qui a légèrement perturbé le déroulé puisque bien entendu pendant une année au niveau du déroulé du projet toutes les équipes éducatives étaient fortement impactées par le Covid et également les entreprises qui étaient censées nous accueillir. Donc on a tous fait preuve de pas mal d'agilité pour arriver à dérouler ce projet. Jean-François Giré, donc de l'Institut de recherche sur l'éducation de l'Université de Bourgogne, IREDU, sur l'évaluation. Qu'est-ce que ça produit? C'est assez tôt dans le parcours, la 3e. Oui, alors c'est assez tôt, mais c'est un point important. C'est maintenant le premier palier d'orientation important vers la voie professionnelle. Donc c'est assez décisif, et notamment pour les jeunes d'origine populaire, de quartiers populaires, qui sont peut-être les plus touchés, les plus impactés par cette orientation, par ce premier palier d'orientation. Et donc ce qu'on a essayé de faire, de réfléchir avec le réseau Étincelle, c'est de regarder, de monter une évaluation pour voir comment cette intervention, ce parcours proposé par Étincelle pouvait essayer de modifier ces projets d'orientation des jeunes. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait différentes enquêtes, méthodes d'évaluation quantitative. On a regardé avant d'entrer dans les dispositifs ce que voulaient faire ces jeunes, puis après on a comparé ceux qui sont passés, puis après des classes un peu témoins, ceux qui ne sont pas passés, et puis après on a fait des entretiens, parce qu'effectivement aussi on a discuté avec les formatrices du réseau Étincelle, on a discuté aussi avec les enseignants avant et après, parce qu'effectivement la question des enseignants est importante, et comment ils ont reçu aussi ce dispositif. Et finalement on s'est aperçu que ces enseignants étaient en manque de moyens d'orientation. Ça, c'était vraiment leur préoccupation. Ils ont quelques heures d'orientation qu'ils n'arrivent pas à faire, et ils ont besoin d'acteurs et d'acteurs extérieurs qui viennent au sein des écoles. C'est ce qui nous a marqué, mais le plus sur la question des enseignants. Voilà. Et puis après, on a aussi fait de l'observation un peu non participante dans ces ateliers. Voilà ce qu'on a fait au niveau de l'évaluation. Alors qu'est-ce que ça montrait? Ça montrait qu'effectivement, ça a mené surtout ces jeunes à
réfléchir à ces élèves, à réfléchir sur leur orientation. Et c'est ce qui nous a un peu marqué le plus, que ce soit au niveau qualitatif et quantitatif. Donc les résultats montrent que en fait, ceux qui avaient des projets ont quand même ont réfléchi un peu plus à leurs projets et éventuellement l'ont modifié. Et évidemment, ont peut-être moins choisi des projets un peu plus contraints ou ont une moins de préférence pour des projets plus contraints vers la voie professionnelle notamment, et ont un peu plus d'ambition, si vous voulez. Donc, dans ce sens, ça va dans la suite d'une série d'études sur l'autocensure ou sur l'autosélection scolaire, initiée notamment en France par Marie Durbella, qui montre effectivement que les jeunes d'origine populaire, à note équivalente, ont souvent tendance à aller vers des voies moins ambitieuses que les autres pour des questions d'information sur l'orientation. Voilà. C'est intéressant parce que vous parlez d'autocensure et puis avec Marie-Christine au début, je vous appelle Marie-Christine du coup, on a parlé d'un autre phénomène qui est celui de l'orientation subie. Alors qu'est-ce qui est de la part de l'autocensure, qu'est-ce qui est de la part de l'orientation subie? Est-ce que c'est contradictoire ou est-ce que ça se complète pour vous? Et puis après, je vous laisse répondre. Et après, manifestez-vous pour vos questions, parce qu'à 12h30, on a une pause déjeuner, donc on va aller assez vite. Oui, non, c'est tout à fait, ça se complète. On peut parler d'autocensure, d'autosélection, mais bien entendu, cette autosélection, elle est construite par le système éducatif, par les acteurs du système éducatif, effectivement. Et d'ailleurs, elle peut être discutée également, cette autosélection, parce que cette moindre ambition scolaire, ce que montrent certains travaux longitudinaux, qui étudient un peu les parcours des jeunes, c'est que, en fait, si ces jeunes s'orientent moins vers des parcours plus ambitieux, l'expérience montre que finalement l'école leur donne après moins les moyens de réussir dans ces parcours plus ambitieux. Donc ils ont en fait hélas peut-être raison de s'autocensurer parce que l'école leur laisse moins la possibilité de réussir après. Donc vous voyez la complexité, bien entendu. C'est pas une autocensure qui est indépendante de l'ensemble de l'école, des choix sociaux, etc. Évidemment. Juste. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'on a peu de temps. Je ne vais pas ouvrir un débat sur la sociologie de l'éducation, parce que d'abord, je ne suis pas spécialiste. Mais pour une part, en tout cas, pour ce qui concerne les discriminations ethno-raciales, on n'est pas dans l'autocensure, puisqu'on est au contraire dans un sentiment de discrimination qui est lié à des ambitions scolaires de la part des familles et de la part des élèves. Et je voulais parler des élèves puisque c'était la troisième cible de nos formations. Et là, ce que je voulais dire, c'est que les formations qui ont pris différentes formes, à la fois dans l'institution et hors de l'institution, avec une association de lutte contre les discriminations, une association de quartier qui était très engagée dans la lutte contre les discriminations, ces interventions formatives auprès des collégiens ont été des échecs. Et on apprend de nos échecs. Donc je me permettrai de poser quelques questions. Alors un échec parce que soit ils n'ont pas pris la parole, soit en prenant la parole ils se mettaient en danger et ils se sont mis en danger, soit les formateurs, accompagnateurs ont eu des précautions et n'ont pas souhaité, on va dire, forcer une conscientisation, sans doute par conscience eux-mêmes des rapports sociaux de domination qui allaient exposer ces collégiens sans avoir les armes, attention, de la lutte. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'une professionnelle de la lutte contre les discriminations, depuis maintenant 20 ans, je peux poser une question collective. Pourquoi voulons-nous absolument participer, former, sensibiliser les concernés, et d'autant plus lorsqu'ils sont des mineurs légaux, lorsqu'ils sont jeunes, et donc par définition, ils n'ont pas de pouvoir, notamment quand on est dans l'école, puisqu'ils sont soumis au pouvoir de l'institution. N'est-ce pas une façon de les exposer? N'est-ce pas une façon de
conscientiser, mais la conscientisation, c'est une conscientisation critique, hein, donc ça n'est pas simplement... ça suppose derrière de lever des freins et d'organiser l'émancipation. A-t-on le pouvoir d'organiser cette émancipation? Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Merci pour cette grande question très politique. Est-ce que vous pensez que d'avoir participé au FEJ, enfin voilà, d'avoir eu finalement bénéficié d'un dispositif aussi d'évaluation, d'avoir travaillé un peu d'une autre manière peut-être que ce que vous faisiez auparavant, à modifier, mais je pense que ce que vous venez de dire, vous le pensiez déjà avant en fait, mais est-ce que ça va permettre par exemple de porter davantage cette idée? Bien, nous avons des enseignements qui sont des enseignements importants. D'une part, il y a quand même une équipe qui a été très mobilisée, une équipe d'enseignants, de chefs d'établissement dans le projet, des parents qui sont prêts à faire des choses, le CIO aussi, mais ça dépasse le territoire. C'est-à-dire que les freins que nous avons repérés sont des enseignements très importants. Travailler la formation en même temps que l'on construit un cadre, parce que sans cadre institutionnel, on ne peut pas agir. Ça pose la question de la temporalité du projet dans le cadrage national qui est le nôtre. Hein, parce que, voilà. Donc, je pense que ce projet est une avancée majeure en France pour la lutte contre les discriminations. Le projet de Villeurbanne. Discrio, oui. Ah bah, c'est un bon résultat pour le FEJ. Est-ce qu'il y a des questions et des remarques? Bonjour, Aude Kérivel, sociologue. Merci beaucoup pour vos présentations respectives. J'avais deux petites questions. Une question pour Marie-Christine. Est-ce que même les formations sur les questions de justice n'ont pas entraîné des plaintes? Est-ce qu'il n'y a pas eu des micro-collectifs qui ont porté plainte contre des entreprises ou pour des stages ou des apprentissages que cherchaient des jeunes dans le cadre de leur formation? Ça, c'est ma première question. Et pour Jean-François, est-ce que les stages de troisième ont changé un peu de nature avec l'expérimentation Étincelle pour les jeunes qui étaient visés par le dispositif par rapport aux stages qu'ils faisaient majoritairement dans les collèges étudiés, ou est-ce qu'ils ont majoritairement effectué des stages qui étaient à peu près les mêmes que lorsqu'ils n'étaient pas visés par le dispositif? Merci. Et merci pour cette question. En fait, Jean-François, moi j'avais compris que les stages avaient changé, mais peut-être que c'était pas si évident. Alors oui, alors les stages ont changé. Alors on a vu quelques petits effets. Donc d'une part, effectivement, c'était un objectif, peut-être pas le premier, mais c'est un objectif. Et les jeunes qui sont passés par le dispositif Étincelle ont eu une aide dans l'accès au stage. Un quart des jeunes ont une aide directe ou indirecte dans l'accès au stage, et ceux qui, hélas, n'y sont pas passés, n'ont pas eu cette aide-là. Donc déjà, c'est le premier. Et puis après, on voit quelques effets aussi sur le type de stage. Mais je pense que c'était pas directement l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de réfléchir, je pense, à l'orientation. Et c'est là où le dispositif, me semble-t-il, a permis aux jeunes de vraiment réfléchir, mieux réfléchir peut-être à leur projet d'orientation à moyen long terme, plutôt qu'à très court terme sur le stage, sachant qu'il faut être très clair, pour une partie, donc c'est arrivé en troisième, et pour une partie des jeunes, le stage de troisième était déjà fait, les jeunes s'étaient déjà, pas fait, mais ils s'étaient déjà engagés, et donc finalement, ça peut affecter ce projet. Certains ont renoncé pour avoir un autre stage plus intéressant, mais là, du coup, ça reste vraiment très limité, voilà, sur ces effets-là. Donc oui, pour les effets, nous aussi, hein, les effets, comme je l'ai dit, sur les pratiques sont limités, parce que ça demande s'attaquer à un problème non reconnu, ça demande un peu de temps. Mais on est sur le chemin, quoi. On a ouvert le chemin, la voie. Sur les effets juridiques, justement, c'est ce que je voulais montrer, c'est qu'en réalité, par exemple, les parents, ils avaient la capacité même d'interpeller sur une grille qu'on trouve en ligne, hein, qu'ils utilisent dans les prépas métiers. Eh bien, ils ne l'ont pas fait.
Ça veut dire que les cadrages qui permettent l'interpellation au sein de l'institution n'étaient pas construits, et nous le savons. Mais, et donc, c'est une priorité de penser l'action, la formation et les cadrages en même temps, et de ne pas vouloir anticiper en réalité l'action. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre, ça veut dire qu'il faut aller vite. En revanche, ce qu'on a vu, effectivement, c'est que la prise de parole dans des cadres qui avaient été pensés, mais qui néanmoins mettaient en danger les élèves, a suscité une consultation juridique dans une association de lutte contre les discriminations à Villeurbanne. Donc une information juridique qui ne serait pas arrivée avant. Mais en même temps, ce ne serait peut-être pas arrivé non plus la violence qui a été générée par les formations qui avaient été mises en place. Oui, on va vous donner un micro, c'est quand même beaucoup plus pratique. Merci. Sur ce que vous venez de dire, je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par la violence qu'il risquait de subir. De quel type, de quel ordre? Par qui? Si on vous dit, est-ce que vous voulez parler de ce que vous vivez à l'école? Qu'est-ce que vous vivez à l'école? Et si vous commencez à dire, tel prof, il a des propos racistes, ou ça m'est arrivé en classe et personne n'a rien fait, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en cause un professeur ou une professeure. Et donc c'est ça la violence, c'est qu'après, derrière, on vous convoque pour dire qu'est-ce que vous avez dit, comment ça, c'est une accusation non fondée, etc. Tant que les cadres ne sont pas construits pour autoriser la dénonciation n'est pas possible. En fait, il y a une énorme question du droit à l'école qui, évidemment, doit répondre au droit qui est le droit commun. Et en même temps, on sait bien que certaines pratiques éducatives ne sont pas complètement conformes à ce qu'on pourrait attendre du droit, parce que c'est des adultes qui s'adressent à des enfants ou des jeunes, et que je sais pas, c'est des trucs complètement anodins, pas trop quand on est concerné, mais une punition collective, c'est complètement interdit par le droit français. Il y a plein de choses. L'orientation subie, c'est interdit par le droit. D'imposer, de changer d'établissement, c'est interdit par le droit. Et ça se fait absolument, pas tous les jours, mais très très souvent. Et je ne veux pas du tout accuser l'éducation sexuelle de maltraiter tous ses élèves, mais on sait bien que voilà, hein, ce serait une accusation un peu lourde, mais on sait bien qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent. Et quand on écoute les lycéens leur parler des enseignants, et ça on le voit aussi dans les BD, regardez, je sais pas, les cahiers d'Esther, c'est marrant, on peut, et c'est dans tous les milieux, on voit des trucs tout à fait hallucinants. Donc ça, c'est démontré par votre enquête. Juste dire que c'est pareil dans les entreprises, hein, et c'est pareil même si on a mis en place des systèmes d'alerte. En réalité, le rapport de force, il n'est jamais favorable à celui qui dénonce les discriminations à l'intérieur d'une institution. Puis peut-être que fondamentalement, il y a aussi... Je ne vois pas qui parle parce que je suis complètement... Juste quelqu'un qui a été invité. C'était drôle en même temps, pardon. Ouais. Juste peut-être que qui dit discrimination dit victime. Oui, mais c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on gagne à dénoncer une discrimination en tant qu'individu? C'est pas qu'est-ce qu'on gagne, c'est qu'il peut y avoir des dispositifs. Déjà, il faut en être conscient qu'on est une victime. Et ensuite, il faut savoir mettre les mots sur les mots. Si on ne donne pas la capacité, les espaces de parole pour les exprimer autrement que par la violence et l'explosion fondamentale, ça permet d'ouvrir des espaces de dialogue. Et ça, c'était un axe sur lequel on a eu l'occasion de travailler au niveau de la compagnie théâtre Varsoriou qui intervenait, avec du théâtre de masque. C'était aussi de balancer les préjugés et de faire libérer la parole à un moment ou à un autre, et d'exprimer ce que peut-être les jeunes vivent à l'école. Vous avez dit dans l'entreprise, mais on ne va pas se leurrer. L'école est à l'image de notre société. Ce qu'ils peuvent subir à un moment, ils le vivent peut-être à l'école, c'est bien dommageable, mais ils le vivent à la maison, avec les adultes, ils vont le vivre dans la rue. Donc il y a un moment, c'est aussi la clé, c'est de donner la parole et de permettre à ces jeunes d'avoir confiance en eux-mêmes, dans leur potentiel, et dans les adultes qui sont censés leur donner cette possibilité d'exprimer leur potentiel. Mais les institutions de la République ont un certain nombre de responsabilités qu'on ne compte pas les passants dans la rue, mais c'est, je crois, le travail de l'UNJEP aussi. Alors, il y a vous et il y a monsieur aussi.
Donc on passe du collectif à l'individuel en parlant d'autocensure, mais c'était un peu... Oui. Mais c'était un peu le sens de ma question tout à l'heure. Est-ce que ça s'oppose ou est-ce que finalement ça se complète comme type d'approche? On va entendre Fabrice Dume cet après-midi dans une table ronde. Ah, hein. Ils sont responsables au fond de leur trajectoire scolaire d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on est sur la discrimination, l'institution a beaucoup de mal à s'appliquer à elle-même la norme d'internalité. Elle cherche à externaliser en fait la compréhension des mécanismes. C'est-à-dire que monsieur, c'est aussi monsieur et monsieur, c'est aussi une question qui est bien étudiée par le féminisme et les féministes. Donc on voit vraiment tout à fait très bien de quoi vous parlez. C'est une autre forme de discrimination. Monsieur, on va vous passer le micro, voilà. J'avais une question également. Du coup, moi je monte les gens du doigt, puis c'est d'autres gens qui parlent, je suis désolée. Non, mais la direction était pas si mauvaise. Vous pouvez vous présenter? Alors, je suis enseignant et j'accompagne, je suis formateur, j'accompagne les dispositifs Ulysse, collège, lycée. Bien sûr. Et dans cet accompagnement-là, j'entendais les questions de prévention et l'association Étincelle, l'apport qu'elle pouvait constituer. J'entendais également des préoccupations qui étaient davantage liées, si je comprends bien, à l'orientation, davantage en lycée. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est que Ulysse, les dispositifs Ulysse? Oui, ça va? Ouais, ok. Oui, c'est bon. Personne n'a levé la main. Bon, on va considérer que tout le monde connaît. Je voulais savoir si, dans l'analyse que vous faites et les questionnements de territorialité, presque, j'ai envie de dire, vous avez il serait envisageable de voir dans quelle mesure comment dirais-je, aller vers un lycée pour tous, au sein duquel se jouent à la fois les questions d'orientation, les questions des ateliers, des découvertes d'ateliers professionnels, pourrait pallier ces espaces discriminants, comme vous les avez définis, de préorientation dans le parcours à venir, par exemple en 3e, pour lesquels des élèves vont être simplement sur une découverte de métier, hein, pour jouer, j'ai envie de dire, parce qu'ils vont aller dans une filière générale, et d'autres pour lesquels ça va être un point un peu déterminant de leur parcours, parce qu'ils vont s'orienter vers un CAP. Et est-ce que je voulais savoir si vous pensiez que décaler au lycée et de faire du lycée un espace citoyen qui mêle tous ces publics pouvait être un lieu de résolution d'une partie des discriminations dont on parle ce matin. Je pense que pour résoudre les discriminations, il faut changer les organisations, les institutions et les pratiques. Voilà. Donc le décalage, ça ne me paraît pas de nature à prendre en compte ce qui se joue dans la société de façon structurelle, c'est-à-dire des mécanismes inégalitaires qui conjuguent des critères de classe sociale, de race, racisme et notamment de genre et aussi de validité, par exemple. Donc il faut le travailler, il n'y a pas de mystère. Oui, si je peux compléter, il y a, je ne sais pas si, est-ce que c'est pas trop tard au lycée? En fait, je regardais, on a beaucoup travaillé en faisant cette évaluation sur ce qui se passe au Canada, les travaux sur l'école orientante, l'éducation orientante, il y a des travaux au Canada, en Belgique. Et qu'est-ce qui montre, c'est qu'en fait, l'investissement de l'école et du système sur l'orientation, il doit être avant dès le collège et même parfois avant, en essayant dans toutes les disciplines déjà d'avoir une perspective un peu d'orientation, de mieux faire connaître l'ensemble du monde extérieur, de l'intégrer dans l'enseignement disciplinaire, et puis après de fédérer un réseau d'acteurs, mais dès le collège également, un réseau d'acteurs, et puis après, comme le fait Olivier, de mener, en partenariat avec le système éducatif, des interventions. Mais ça, c'est le 3e étage. Il faut aussi les 2 premiers étages qui sont déterminants dans cette éducation orientante au Canada, notamment. Et ça, on ne l'a pas. Il faut que ce soit beaucoup plus précoce, me semble-t-il, dans les parcours.
Voilà, donc le lycée c'est intéressant, mais à mon avis ça arrive tard. Mais vous pensez qu'on luttera mieux contre les discriminations en demandant à des enfants de 5e, parce que c'est un peu le projet, de commencer à se déterminer sur leur avenir professionnel ? Non, pas du tout. Je te passe la parole après, Olivier. Non, pas du tout. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'en fonction du milieu d'origine et de l'endroit où on vit, le projet professionnel va dépendre des métiers des parents, des professions qu'on connaît, etc. Et forcément, si on ne connaît pas d'autres métiers que ceux que l'on a dans son territoire, ben on risque d'avoir une ambition limitée. Donc l'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles et d'ouvrir le champ des possibles le plus tôt possible. Voilà, pas forcément d'avoir une vision adéquationniste, alors que ce serait la pire des choses, mais justement d'ouvrir, de montrer l'ensemble des possibles, ce qui n'est pas, hélas, le cas dans les quartiers qu'on a pu observer dans l'expérimentation étincelle, où les jeunes ont un nombre très limité de métiers et de connaissances sur l'environnement et le monde de l'entreprise. Voilà. Oui. Encore une ou deux remarques. Ah oui, vous vouliez aussi répondre. Non, mais j'ai décidé de ne pas vous regarder. Vous me dites, si la prochaine fois on fera différemment, vous me direz. Peut-être. Je pense que l'axe, il est fondamentalement de se dire que, vous parliez du lycée tout à l'heure, un élève qui réussit, il s'offre la possibilité de reporter ses choix d'orientation les plus tard possible. Parce que toutes les voies s'ouvrent à lui. Un élève qui est en échec ou en difficulté scolaire ou qui n'a pas les relais au niveau familial, il va subir ces choix-là. Et, in fine, déjà aujourd'hui, ça s'impose à lui. Et l'approche qu'on avait, le présupposé qu'on avait au niveau de l'action du réseau Étincelle, c'était de se dire c'est qu'en menant les actions telles qu'on les menait, on leur permettait d'aller au-delà de leurs propres croyances limitantes. Un exemple tout concret, moi, qui m'avait frappé, c'était sur Vitrolles. Si vous connaissez, l'autoroute du Sud, la ville est coupée en deux par l'autoroute. L'établissement scolaire est d'un côté, des opportunités de l'autre côté au niveau, enfin le collège est d'un côté, des lycées sont de l'autre côté, des opportunités professionnelles de formation. Les jeunes, leurs familles se sont mis dans la limite de ne pas traverser l'autoroute, comme vous pouvez avoir le côté du périph' ici. Donc ça va au-delà d'un établissement scolaire, c'est toutes les limites et les croyances limitantes qu'on va avoir. Alors on peut subir d'une certaine manière, mais à un moment, l'idée c'est d'inverser la tendance et de se dire, et si j'ouvrais, ça ne veut pas dire que tout est possible, mais s'ouvrir le champ des possibles. Et c'est là où l'intérêt, c'est de pouvoir insuffler ça le plus tôt possible pour justement permettre à des enfants, puisque là on est clairement sur des enfants, et si je me permettais d'envisager cela. Dernière remarque, je pense. Merci. Ça me fait penser à ce que vous dites, ça me fait penser à Parcoursup, où les meilleurs choisissent en premier, les autres qui sont en liste d'attente, ils attendent, et ça me fait penser à ça. Je suis dedans avec mon fils, donc je vois le truc clairement là. Moi, il en faut. C'était par rapport à la place des familles, par rapport à l'orientation, parce qu'elle est quand même fondamentale. Et puis, ça fait le lien aussi par rapport aux familles. Parce que, dans ce que vous dites, alors si j'ai bien compris, on n'irait plus dans certaines classes parce que, en gros, on risquerait de trop chauffer les élèves. Je le dis de manière rapide, on va voir si j'ai bien compris. On risquerait de trop chauffer les élèves, de créer donc après derrière, de les mettre en difficulté. C'est un peu ça l'idée ? Non. Je crois que c'est pas ça l'idée. Non, peut-être on va reformuler du coup. Voilà, je demandais, c'est par rapport à ce que vous aviez évoqué tout à l'heure sur le fait que d'intervenir sur des modules de discrimination auprès d'élèves, ça mettait les élèves en difficulté. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc le rôle par rapport à ces territoires, le rôle des parents d'élèves justement, on pourra avoir un rôle important pour permettre justement aux élèves de se retrouver moins en difficulté. Excusez-moi si j'ai... voilà, mais c'est moi qui n'avais pas compris, oui. Moi je suis d'accord avec vous, je pense que la priorité, puisque informer, pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir analyser les inégalités, les discriminations et pour pouvoir réclamer l'égalité, ceux qui peuvent le faire
pas tout seuls, parce qu'on l'a vu, les parents, ils sont souvent dans des situations, même s'ils sont en fédération, même s'ils sont une association, ils sont un peu infantilisés en réalité. Donc ils peuvent le faire si on construit les alliances. Et c'est bien ce qu'avait dit ce professeur. Pour nous, les alliances, c'était notamment le défenseur des droits et notamment une association sur le territoire qui travaille à la lutte contre les discriminations. En tout cas, avec les parents, il y a une possibilité de construire des éléments de la lutte, de la réclamation, de la dénonciation et donc d'avancer vers le changement de pratique. Si je peux rebondir, c'est exactement ce qu'ont fait les enfants eux-mêmes. Au sein du projet, il y avait un dispositif Ouvrir la voie, qui est un dispositif de mise en... On leur demandait d'ouvrir la voie, c'est-à-dire ouvrez-la, interpellez, ouvrez-la. On leur demandait aussi d'ouvrir la voie aux enfants, d'ouvrir la voie eux, c'est-à-dire prenez le lead, déclenchez le processus. Bon, ils sentent, ils se sont tus. Ils ont préféré se taire. La première chose qu'ils ont faite, c'est d'essayer de construire une alliance avec leurs parents. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Dans des familles qui peuvent être discriminées sur leur origine ou, contrairement à des familles qui ne le sont pas, les enfants sont sans leurs parents en général face à l'institution. Par rapport à des familles où ils sont avec leurs parents, où c'est leurs parents qui vont être face à l'institution. Dans ces familles-là, les parents, ils sont beaucoup moins, les enfants sont seuls. Ils se sont tus, ils ont cherché à construire une alliance avec leurs parents dans le dispositif. Merci beaucoup. On n'a pas tout dit et je pense qu'il y a encore des questions, mais on va pouvoir discuter pendant le moment de la pause déjeuner. Alors, vous l'avez entendu, il y a des stands à visiter. On peut manger en même temps. Vous allez voir aussi le stand du conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui nous accueille aujourd'hui. Soyez pas trop dissipés. La Seine-Saint-Denis donc, a développé des outils, notamment dans le cadre d'un observatoire départemental des discriminations et il y a aussi un stand du défenseur des droits. Il peut être pas mal, on va en reparler cet après-midi. Du défenseur des droits, on a parlé du droit ce matin et puis voilà, on peut échanger pendant cette pause. Il y a des jeux, il y a des vidéos, il y a des supports écrits, des choses à lire et voilà, on peut échanger sur les bonnes pratiques. On revient à 14h, pas à 14h15, 14h, je vous attends, merci beaucoup.